on va se plonger aujourd'hui dans une énigme. Une énigme qui a vraiment tourmenté Darwin lui-même. Ah oui, Si l'évolution, c'est cette grande lutte pour la survie de l'individu, alors, pourquoi l'altruisme existe? c'est ça. Pourquoi est-ce qu'une abeille se sacrifie pour sa ruche? Exactement. C'est un paradoxe qui apparemment a failli lui faire douter de toute sa théorie. Et pour essayer de répondre à ça, on va s'appuyer sur un ouvrage monumental. Et, il faut le dire, assez controversé. Lequel? Sociobiology, The New Synthesis d'Edward O. Wilson. Un livre qui, en 1975, a vraiment mis le faux aux poudres. Pourquoi? Quelle était l'idée? L'idée, c'était de proposer d'étudier le comportement social, y compris le comportement humain, à travers le prisme de la biologie évolutive. D'accord, donc notre mission aujourd'hui, c'est de suivre ce fil. On part de la question de Darwin, on explore les réponses de la sociobiologie et on voit si on peut arriver à ce que Wilson espérait. Cette fameuse consilience. Oui, cette consilience, une sorte de grand pont entre les sciences de la vie et les sciences humaines pour comprendre qui on est, tout simplement. C'est un projet immense. Wilson y définit la sociobiologie de manière très, très directe. C'est-à-dire? Pour lui, c'est l'étude systématique des bases biologiques de toutes les formes de comportement social. De toutes les formes. Oui. Son but, à peine caché, c'est de pouvoir enfin caractériser la nature humaine avec une objectivité scientifique, de réaliser, et c'est sa formule, les rêves des Lumières. Et pour y arriver, il pose une idée vraiment au centre de tout, la coévolution gène-culture. C'est le cœur de sa thèse. L'idée, si je comprends bien, c'est que nos gènes et notre culture ne sont pas de choses séparées qui avancent en parallèle. Non, pas du tout. C'est une seule et même tresse. Notre biologie influence notre culture et cette culture, en retour, influence la sélection de nos gènes. C'est une boucle de rétroaction. Permanente. Comprendre ça, pour lui, c'est, je cite, le problème central des sciences sociales. C'est une ambition folle. Pour rendre ça plus concret, imagine même une sorte de modèle, de machine prédictive. Imaginez une machine sur 2 étages qui fabriquerait des sociétés. D'accord? À l'étage du dessus, on met les ingrédients de base. D'abord, l'ADN de l'espèce, son bagage historique, ce qu'elle a hérité, Sa boîte à outils, en quelque sorte. sa boîte à outils, mais aussi sa prison. Une espèce ne peut pas évoluer dans n'importe quelle direction. Logique, elle est contrainte par son passé. Exactement. Deuxième ingrédient, l'environnement physique. La forêt, le désert, l'océan, ce qui détermine sa niche. Et enfin, le degré d'instabilité de cet environnement. Est-ce que ça change vite ou pas? C'est ça. La machine mouline tout ça, et ça détermine des choses comme la démographie, la dispersion des individus. Et à l'étage du dessous, la machine sort le produit fini. Exactement. Le produit fini, c'est la société elle-même, avec ses caractéristiques très concrètes. La taille du groupe, la hiérarchie, la division du travail, les modes de communication. C'est un modèle qui veut tout connecter, de l'histoire évolutive jusqu'à l'organisation sociale. C'est vertigineux. C'est très ambitieux. Alors, avant de voir comment la machine fonctionne, regardons un peu la matière première. Cette diversité complètement folle des sociétés animales. Ah oui, Dans les sources, on lit qu'un certain Dégénère, au début du XXe siècle, a essayé de les classer. Il a fini avec 40 catégories. oui, avec des noms impossibles, Comme Amphoterocinesmia. pour décrire un essaim de reproduction. On se demande comment il a trouvé ça. On sent le biologiste avec un peu trop de temps libre et un dictionnaire de grec ancien. C'est un peu ça. Heureusement, on a trouvé plus simple. En fait, ce qui rend la classification si difficile, c'est que le comportement social, ce n'est pas figé. Ce n'est pas une identité. Non, c'est une stratégie. Ça change. Prenez les langoustes épineuses. Oui, Elles sont solitaires quand elles sont jeunes. Puis, à l'adolescence, elles deviennent grégaires, elles vivent en groupe. Et une fois adultes, hop, elles redeviennent solitaires et territoriales. la socialité, c'est un outil qu'on utilise ou pas selon le moment. C'est un outil, tout à fait. Ça dépend des besoins. Et quel est le besoin le plus puissant, on va dire? La pression qui pousse le plus souvent à s'unir? Alors là, sans aucune hésitation, la peur de se faire manger. La prédation, C'est la survie. c'est la survie. Il y a ce proverbe éthiopien dans les textes qui est magnifique. Quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent arrêter un lion. L'union fait la force, littéralement. Le groupe est un bouclier. Et ce bouclier peut prendre des formes très très différentes. On a 2 stratégies qui sont à la fois opposées et géniales. D'accord. D'un côté, on a la forteresse vivante, les bœufs musqués par exemple. Ah oui, Face à des loups, ils forment un cercle impénétrable.
corne vers l'extérieur, et il protège les jeunes et les plus faibles au centre. C'est une architecture défensive active. Et à l'opposé, vous disiez. À l'opposé, on a une stratégie passive extrême, la saturation. L'exemple des cigales périodiques de 17 ans est complètement fou. Racontez. Alors, elles passent 17 ans sous terre. 17 ans. 17 ans. C'est énorme. Et puis, un beau jour, tout en même temps, sur quelques jours seulement, des milliards d'individus émergent. C'est une véritable marée vivante. Et donc les prédateurs sont Dépassés. complètement dépassés. Ils peuvent se gaver, mais ils ne mangeront qu'une infime fraction de la population. Et comme cette aubaine n'arrive que tous les 17 ans, Aucune population de prédateurs ne peut se spécialiser sur cette ressource. impossible de s'adapter. C'est du génie évolutif. La coopération, ce n'est pas que pour se défendre, c'est aussi pour attaquer. C'est le cas des lions, par exemple. Oui, la chasse en groupe, c'est une chirurgie. Les textes décrivent une scène observée par le zoologiste Georges Chaleur. On écoute. Une troupe de lions face à des gnous. Les lionnes sur les flancs accélèrent pour rabattre le troupeau, pendant que celles qui sont au centre ralentissent. Pour créer un cul-de-sac. Exactement. Le piège se referme. C'est une géométrie mouvante et mortelle. Tous ces exemples de coopération sont incroyables, mais ils nous ramènent tous à cette question vertigineuse qui a failli faire douter Darwin. On y revient. Comment un gène qui pousse à l'altruisme, au sacrifice, peut-il survivre et se propager si son porteur meurt pour le groupe ? L'individu altruiste ne devrait-il pas être systématiquement éliminé par la sélection naturelle ? C'est le cœur du problème. Et la première grande clé pour le résoudre, c'est la sélection de parentèle, ou kin selection en anglais. D'accord. L'idée, c'est quoi du coup ? L'idée, c'est que la sélection naturelle ne s'intéresse pas vraiment à l'individu. Elle s'intéresse à la survie des gènes. Ah, Et nos gènes ne sont pas seulement en nous. Ils sont aussi en partie chez nos proches parents. Donc, aider un frère ou une sœur à survivre et à se reproduire, c'est une autre façon de propager ses propres gènes. c'est une façon indirecte, mais tout aussi efficace. Et c'est là qu'intervient la bizarrerie génétique des fourmis, des abeilles et des guêpes qui rend ce calcul particulièrement intéressant pour elles. C'est ça. C'est un système qui s'appelle l'aplodiploïdie. Expliquez-nous simplement. Pour faire simple, chez nous, vous et moi, on partage en moyenne 50% de nos gènes avec nos frères et sœurs. Oui. Chez ces insectes, à cause de leur mode de reproduction, les sœurs partagent en moyenne 75% de leurs gènes entre elles. 75%. C'est beaucoup plus. Énormément plus. Elles sont donc plus proches génétiquement de leurs sœurs que de leurs propres enfants avec qui elles ne partageraient que 50% de leurs gènes. Attendez. Ça veut dire que d'un point de vue purement mathématique, génétique, une ouvrière a plus intérêt à aider sa mère, la reine, à produire plus de sœurs. Qu'à se reproduire elle-même. C'est ça. Vous avez tout compris. Le calcul est simple. En aidant la reine, elle propage 75% de ses gènes via ses sœurs. En fondant sa propre famille, elle n'en propagerait que 50% via ses filles. Donc, l'altruisme sacrificiel et les castes stériles, ce n'est plus un mystère. Ce n'est plus un mystère. C'est la solution la plus rentable d'un point de vue égoïste, mais pour les gènes. C'est d'une logique implacable. Mais cette logique purement génétique, si on la pousse jusqu'au bout, elle ne doit pas créer que de l'harmonie, j'imagine. Non, bien sûr que non. Elle doit aussi créer des tensions ? Même au sein d'une famille. C'est une excellente remarque. C'est ce que le biologiste Robert Trivers a appelé le conflit parent-progéniture. D'accord. Un parent partage 50% de ses gènes avec chacun de ses enfants. Il a donc intérêt à répartir son investissement, la nourriture, la protection, équitablement entre eux pour maximiser son succès global. Ça semble logique. Mais un enfant, lui, est lié à 100% à lui-même et à seulement 50% à ses frères et sœurs. Donc, chaque enfant va essayer de tirer la couverture à lui, de réclamer plus que sa part équitable du point de vue du parent, précisément. Et ça change complètement notre vision de la socialisation. Wilson cite Trivers de manière assez provocatrice. C'est-à-dire ? Il dit que la socialisation, ce n'est pas juste un apprentissage bienveillant de la culture par un enfant passif. C'est un bras de fer, un conflit entre la biologie du parent et la biologie de l'enfant. C'est une vision assez brutale de la famille, quand même. C'est dérangeant, oui, et fascinant. D'accord. Donc, on a la parenté comme moteur de l'altruisme. Mais quid de la coopération en dehors des liens du sang ? Comment on explique le soldat qui se sacrifie pour des camarades qui ne sont pas de sa famille ? Là, on entre sur un terrain plus glissant, plus controversé. C'est la sélection de groupe.
L'idée, c'est quoi? L'idée est simple, en théorie. Un groupe composé d'altruistes sera plus efficace, plus soudé, et il survivra mieux qu'un groupe d'égoïstes qui, eux, se tirent dans les pattes. D'accord, donc les groupes d'altruistes se multiplient et le gène de l'altruisme se répand. Ça semble logique, mais où est la controverse? Le problème, c'est qu'au sein même du groupe d'altruistes, l'égoïste, celui qui profite du sacrifice des autres sans jamais rien donner, Sera toujours gagnant individuellement. toujours. Il aura plus de descendants et son gène égoïste finira par envahir le groupe. Pour que la sélection de groupe fonctionne, il faut que l'avantage pour le groupe soit immense. Il faut qu'il compense très largement le désavantage de l'altruiste au sein de son propre groupe. Exactement. C'est mathématiquement possible, mais les conditions sont très très strictes. D'accord. Alors, avec ces mécanismes en tête, sélection de parentèle, conflit interne, sélection de groupe, si on prend de la hauteur et qu'on regarde la grande histoire de la vie sur Terre, à quoi ressemble la trajectoire de l'évolution sociale? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Wilson identifie 4 grands sommets, 4 pinnacles. Et le schéma qui se dessine est tout sauf linéaire, si j'ai bien lu. C'est le moins qu'on puisse dire. Le premier pinaclé, ce sont les invertébrés coloniaux. Les coraux, par exemple. Ok. Là, on est au sommet de la cohésion. Les individus, les zooïdes, sont souvent physiquement soudés. La colonie est un seul corps. La division du travail est absolue. Certains ne sont que des estomacs, d'autres des tentacules, d'autres des organes reproducteurs. L'individu a quasiment disparu au profit du tout. Il a totalement disparu. Le deuxième pinacle, on l'a un peu abordé, les insectes sociaux. Fourmis, termites. Voilà. Là, la colonie est un super-organisme. L'altruisme est presque total. Les individus sont physiquement séparés, mais psychologiquement, ils sont fusionnés, prêts à mourir pour la reine. La sélection de parentèle qui tourne à plein régime. Jusqu'ici, ça semble logique. On va du plus fusionnel, au plus complexe. Et c'est là que l'histoire déraille complètement. Le troisième pinacle, les mammifères non humains. Les lions, les loups, les singes. Oui. Et là, c'est un recul brutal. Wilson décrit leur vie de groupe comme attendue et brutale. L'individu prime sur tout. L'altruisme est calculé, limité. C'est-à-dire? Les malades ou les blessés sont souvent laissés pour compte. La mort d'un membre du groupe, elle est suivie d'un simple réajustement des rapports de force. Attendez, on passe de super-organismes quasi fusionnels à des sociétés tendues et brutales. C'est c'est complètement contre-intuitif. C'est très contre-intuitif. On s'attendrait à ce que la complexité sociale augmente avec la complexité de l'animal, pas qu'elle régresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que chez les vertébrés, avec la reproduction sexuée classique, le calcul de la sélection de parentèle n'est plus aussi puissant que chez les insectes haplodiploïdes. Ah, d'accord. L'individu et son succès reproductif direct redeviennent le centre du jeu. L'égoïsme et la compétition reprennent le dessus sur le sacrifice. D'accord. Alors, ça nous laisse avec une question. Où est-ce qu'on se situe, nous, l'humanité, dans ce tableau? On est juste une autre variation de ce troisième pinacle, une bande de primates un peu plus malins, mais toujours tendus et brutaux. C'est là qu'arrive le quatrième pinacle, l'homme. Et il inverse la tendance de manière spectaculaire. Ah, Wilson dit que nous sommes restés des vertébrés dans notre châssis, notre biologie de base, mais nous avons brisé les contraintes qui pesaient sur les autres. On a réinventé la coopération à grande échelle. et comment? Pas par une nouvelle bizarrerie génétique, j'imagine. Non, surtout pas en devenant soudainement moins égoïste. On l'a fait grâce à un nouveau logiciel. Un logiciel. L'intelligence hypertrophiée, le langage symbolique et la capacité de former des contrats sociaux. On pratique ce que Wilson appelle un altruisme réciproque, flexible et sur le long terme. C'est le fameux don contre don. C'est ça. Je t'aide aujourd'hui même si tu n'es pas mon frère, parce que je me souviendrai que tu m'as aidé hier et que tu pourras m'aider demain. C'est un altruisme basé sur la mémoire, la réputation et la confiance, pas sur un instinct génétique rigide. Donc si je résume ce paradoxe incroyable, l'évolution a produit 2 fois une coopération extrême, mais par des chemins radicalement opposés. C'est une très bonne synthèse. D'abord via le hardware, la génétique pure, chez les insectes, et des millions d'années plus tard via le software, de la culture et de l'intelligence chez les humains. C'est la grande histoire que raconte Wilson.
L'humanité est l'espèce qui a réussi à reconstruire par l'intelligence un niveau de coopération qui rivalise avec celui des superorganismes. Tout en préservant l'intégrité de l'individu. Exactement. Donc, pour résumer notre exploration, on est parti d'une question simple qui a obsédé Darwin. Pourquoi l'altruisme? On a vu comment la sociobiologie propose une grille de lecture biologique, avec la sélection de parentèle, qui explique le sacrifice chez les insectes, et une place très particulière pour l'humanité. Ce cas unique où la culture a permis de transcender les règles qui semblaient s'appliquer à tous les autres vertébrés. Et pour finir, Wilson nous laisse avec un avertissement. Une mise en garde philosophique essentielle. Oui, qu'il nomme la fallacy of affirming the consequent. L'erreur d'affirmation du conséquent. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée qui doit nous rendre très humbles. En gros, l'erreur, c'est de se dire « mon modèle théorique prédit que les animaux devraient faire X, D'accord? j'observe dans la nature que les animaux font X, Mm. donc mon modèle est vrai ». Où est le problème? Le problème, c'est que peut-être qu'un autre modèle, basé sur des postulats complètement différents, pourrait lui aussi prédire X. Ah oui, une prédiction correcte ne prouve pas que les raisons qui ont mené à cette prédiction sont les bonnes. On peut expliquer la même chose de plusieurs manières. Et le fait que l'explication colle au résultat ne la rend pas forcément vraie. Exactement. Et ça nous laisse avec une question finale, une question à méditer. Si plusieurs théories, plusieurs récits peuvent expliquer un même comportement social, que ce soit la coopération, l'agression, le sacrifice, comment la science peut-elle un jour espérer trancher? Quel serait le test ultime qui permettrait de distinguer une véritable explication causale d'une histoire qui est juste élégante et plausible?